Les gens pensent que l'ère de la Régence n'était que robe de bal, valses et regards volés dans des jardins bien entretenus. Ce n'était pas le cas. C'était de la boue. C'était des rendements agricoles, des toits qui fuient, et de l'argent sonnant et trébuchant. Quand le nouveau duc d'Ashbourne a eu besoin d'un apport rapide de capitaux, il n'a pas seulement vendu un petit manoir et ses chaises anciennes. Il a vendu la femme qui empêchait tout son duché de s'effondrer, cédant son contrat de travail comme un acte de vente. Il pensait qu'elle n'était qu'un bien parmi d'autres. Mais les gens qui travaillaient réellement ces terres n'étaient pas du tout d'accord. La boue sur les bottes de Clara Hensley était plus ancienne que le titre du nouveau duc d'Ashbourne. Elle se tenait sur le seuil du bureau du domaine, regardant une goutte de pluie glisser le long du vitrail. Sur son bureau se trouvaient 3 registres. Ils étaient reliés en cuir vert craquelé et sentaient la laine humide et l'huile de lampe. Dans ces pages vivait l'intégralité du domaine d'Ashbourne. Pas les grands bals ni les portraits de la galerie, mais le vrai domaine. Le coût de l'ardoise pour la ferme des Thomas. Le rendement du blé d'hiver. Le nombre exact de shillings nécessaires pour maintenir le foyer de la veuve Miller allumé jusqu'en janvier. Clara avait 28 ans. Elle avait passé les 10 dernières années à gérer le domaine à la place de son père quand sa vue avait baissé, et entièrement seule depuis sa mort. L'ancien duc avait compris sa valeur. Il lui avait fait signer un contrat en béton de 10 ans pour s'assurer ses services en tant qu'intendante en chef. Il la payait exceptionnellement bien, lui avait donné un cottage sur le domaine et n'avait jamais remis en question ses registres. L'ancien duc était mort. Daniel Pendleton, le nouveau duc, était arrivé de Londres il y a 3 semaines, avec un entourage de tailleurs, de valets et une montagne de dettes de jeu. C'était un homme tout en angle vif et en drap de laine sur mesure. Il regardait les vastes collines verdoyantes d'Ashbourne, non pas avec l'œil d'un gardien, mais avec celui d'un prêteur sur gage évaluant une montre en argent. Mademoiselle Hensley. Clara se retourna. Daniel se tenait sur le seuil, tapotant le plancher en chêne avec une canne à pommeau d'argent. Il ne la regardait pas. Il regardait les registres. « Votre grâce, dit Clara. » Elle ne fit pas la révérence. Elle était une professionnelle, et ses mains étaient couvertes d'encre. « J'ai finalisé la vente de la propriété de Highfield, » annonça Daniel. Il s'approcha du bureau, passant un doigt pâle et sans callosité sur la tranche de son registre principal. Lord Cavendish acceptait la somme. Cela réglera les créanciers de Londres et laissera assez pour rénover l'aile Est. Clara garda un visage parfaitement impassible. Highfield était le manoir secondaire à la frontière sud du domaine. Il comprenait 2000 acres de terres arables de premier choix et 20 fermes de métayers. C'était le secteur le plus rentable du duché. Cavendish est un propriétaire d'usine de Manchester, dit Clara, la voix basse et égale. Il ne connaît rien à l'agriculture, votre grâce. Ces métayers comptent sur le nom d'Ashbourne pour les subventions d'hiver. Ils ne sont plus mon problème, l'interrompit Daniel. Il la regarda enfin. Ses yeux avaient la couleur d'un ciel d'hiver et étaient tout aussi chaleureux. Et votre contrat non plus, d'ailleurs. Clara cligna des yeux. Le silence dans la pièce s'étira, épais et soudain. Je vous demande pardon? Daniel sortit un parchemin plié de la poche de son manteau et le laissa tomber sur son bureau. Cavendish est un homme pratique. Il sait qu'il n'a pas la fibre agricole. Il hésitait à acheter Highfield sans la garantie d'un retour sur investissement. Il a exigé que la maison soit vendue entièrement meublée, les tapisseries, l'argenterie, la salle à manger en acajou. Daniel esquissa un sourire mince et sans vie. Et vous? Clara fixa le parchemin. C'était son contrat de travail. En bas, Daniel avait signé de son nom, transférant l'obligation et les droits de son travail à M. Henry Cavendish. Je ne suis pas un meuble, votre grâce. Non, vous êtes une employée sous contrat de ce domaine. Highfield est maintenant son propre domaine. Votre contrat stipule que vous servez les terres d'Ashbourne, et comme j'ai séparé ces terres, votre contrat voyage avec l'acte de propriété. Il consulta sa montre de poche. En or, lourde. Cavendish a été très insistant. Il ne voulait pas prendre les chaises sans l'intendante. Vous partez pour Highfield demain matin. Un chariot sera fourni pour vos effets personnels. Clara regarda le parchemin, puis l'homme qui venait de la vendre. La colère, chaude et vive, éclata dans sa poitrine, mais elle la ravala. Creer n'aurait servi à rien. Supplier aurait été pire.
Daniel ne voyait pas une femme qui s'était saignée pour cette terre. Il voyait une ligne dans un registre. « Et qui ?» demanda Clara, la voix dangereusement calme, « gérera les 10 000 acres restants d'Ashbourne. » Daniel fit un geste dédaigneux de la main. « J'ai fait venir un homme de Londres, un certain Monsieur Gable. Il a d'excellentes références de la banque. Nous nous modernisons, mademoiselle Hensley. L'ère de l'agriculture sentimentale est terminée. » Clara ramassa le parchemin. L'encre de la signature de Daniel était encore assez fraîche pour s'étaler sous son pouce. « Je vois. » Elle ne discuta pas. Elle ne l'avertit pas de la pourriture du pont Nord, ni de la nature capricieuse de la rivière pendant le dégel printanier, ni du fait que les métayers ne faisaient pas confiance à un homme qui ne connaissait pas l'odeur de sa propre terre. Elle hocha simplement la tête. « Je vais faire mes bagages. » La transition vers Highfield fut brutale dans son efficacité. Henry Cavendish était exactement ce à quoi Clara s'attendait. Un homme bruyant, au visage rouge, avec un esprit fait pour les rouages et la vapeur, pas pour la terre et la pluie. Il avait acheté Highfield pour jouer aux gentlemen de la campagne, mais il avait le sens pratique impitoyable de savoir qu'il avait besoin de quelqu'un pour le gérer réellement. Quand Clara arriva à l'arrière d'un chariot de foin, ses malles s'entrechoquant contre les lattes de bois, Cavendish se contenta de hocher la tête. « J'ai payé 5 000 livres de plus pour votre contrat, mademoiselle Hensley, » lui dit-il dans l'allée de gravier. « Je m'attends à ce que mes moutons soient aussi rentables que mes métiers à tisser. Occupez-vous-en. » Puis il disparut dans le manoir. Clara se mit au travail. Elle était blessée. La trahison piquait comme une coupure de papier, vive et constante. Elle avait aimé Ashbourne. Elle connaissait le nom de chaque enfant de métayer et la semaine exacte où les jacinthes des bois fleurissaient dans les bois de l'Ouest. Mais Clara était avant tout pragmatique. Cavendish la laissa tranquille, lui donna les fonds qu'elle demandait et n'interféra pas. De retour à Ashbourne, le silence de l'absence de Clara devint assourdissant. Ça a commencé doucement. 2 jours après le départ de Clara, la pompe de la laiterie est tombée en panne. Normalement, Clara aurait envoyé le forgeron du village dans l'heure, le payant avec la petite caisse du domaine. Monsieur Gable, le nouvel intendant de Londres, a exigé 3 devis écrits avant d'autoriser la réparation. Le lait a tourné. 3 jours de profit ont été versés dans la terre. Puis vint la tonte. Les tondeurs étaient des travailleurs itinérants, des hommes rudes qui ne venaient à Ashbourne que parce que Clara leur garantissait toujours un repas chaud et un salaire équitable le jour même de la fin du travail. Monsieur Gable a essayé de renégocier leurs tarifs à mi-parcours, prétextant une baisse des prix de la laine à Londres. Les tondeurs ont remballé leurs outils et ont quitté les terres, laissant 500 moutons à moitié tondus dans l'air humide d'avril. 10 sont morts de froid avant que Gable ne puisse embaucher des remplaçants au double du prix, mais la véritable fracture s'est produite au pub du village, le Sanglier Noir. Elias Thorne, le patriarche non officiel des métayers d'Ashbourne, claqua sa chope sur la table en bois marqué de cicatrices. C'était un homme taillé dans le chêne, avec des mains comme des pelles et un visage buriné par 50 ans de vent d'Ashbourne. « Il l'a vendu », gronda Elias, en regardant le cercle de métayers rassemblés autour du foyer. « Il a transféré son contrat, Elias, » dit John, un fermier plus jeune, bien qu'il ait l'air tout aussi maussade, légalement. « Ne me sors pas tes mots de Londres pour des sales coups, » lança Elias. « Mon grand-père a construit les murs de pierre du pâturage Est. Mon père est mort en sortant la calèche du vieux duc d'un fossé. Nous donnons notre sang à cette terre, et Clara Hensley respectait ça. Elle nous a nourris pendant la grande famine de 19. Elle a baissé les loyers quand la rivière a débordé. Elle était le domaine. » Il regarda autour de lui dans la pièce. Les hommes étaient silencieux. Ils étaient en colère, mais ils avaient aussi peur. Un duc était un duc. Un métayer était un métayer. L'équilibre du pouvoir était gravé dans les pierres mêmes du village. « Gable a envoyé un garçon chez moi hier, » dit doucement un homme nommé Miller depuis son coin. « Il m'a dit que mon toit de chaume n'était pas conforme à la nouvelle esthétique du domaine. Il a dit que je devais le remplacer par de l'ardoise avant l'automne, ou être expulsé. » Un faible murmure d'indignation parcourut le pub. L'ardoise était ruineusement chère. Clara l'aurait su. Clara leur aurait dit de réparer le chaume et de se concentrer sur la récolte d'orge. « Le duc veut l'argent de Londres, » dit Elias en fixant le feu. « Il nous voit de la même manière qu'il voyait Clara.
Nous ne sommes pas des gens, nous sommes des chiffres. Nous sommes des chaises à acheter et à vendre. Elias se leva. Ce n'était pas un homme grand, mais à cet instant, il semblait remplir la pièce. Le jour du terme est la semaine prochaine. Le jour du terme. Le jour où les loyers sont dus. Le jour où les coffres du duc sont renfloués. Nous n'avons pas l'argent pour l'ardoise, Elias, dit Miller, la voix légèrement tremblante. Alors nous ne payons pas, répondit Elias. Le pub devint complètement silencieux. Une grève. C'était du jamais vu. C'était dangereux. Cela pouvait signifier l'expulsion, la famine, ou pire. Si nous ne payons pas, il nous met dehors, dit John. La loi est de son côté. Il ne peut pas expulser 40 familles d'un coup, rétorqua Elias. Qui travaillerait la terre? Les cultures sont en terre. La récolte approche. S'il nous expulse, les récoltes pourriront. Il fera faillite. Il a besoin de nous. Elias se pencha sur la table, les yeux brûlants. Mais nous n'avons pas besoin de lui. Nous avons besoin de Clara. Sans elle, ce domaine est un cimetière qui attend ses cadavres. Les hommes se regardèrent. Ils pensèrent au lait tourné, aux moutons morts, aux exigences de toit en ardoise. Ils pensèrent à la femme qui s'était tenue sous une pluie battante à minuit pour aider un veau à naître. Lentement, une par une, les chopes se levèrent. Le tintement de l'étain résonna dans la petite pièce, sonnant comme un marteau sur une enclume. La décision était prise. Les champs d'Ashbourne resteraient silencieux, mais les hommes qui les travaillaient, eux, ne le seraient pas. Le jour du terme se leva avec un ciel pâle et meurtri. L'air était lourd d'une pluie imminente. Daniel était assis derrière le bureau massif en acajou du bureau du domaine. C'était le bureau que Clara occupait, bien qu'il ait retiré sa chaise en cuir usé pour la remplacer par une monstruosité rembourrée de velours expédié de Londres. À côté de lui se tenait Monsieur Gable, un homme mince avec un tic nerveux à l'œil gauche, un registre ouvert sur son bras. D'habitude, le jour du terme était une affaire animée. La cour devant le bureau serait remplie de charrettes, de chevaux braillards et du bavardage des métayers. Il y aurait une file d'attente devant la porte, des hommes avec des bourses en cuir lourdes de pièces ou de billets à ordre. Clara avait l'habitude d'installer une table avec du cidre et du pain frais pour eux. Aujourd'hui, la cour était vide. Daniel consulta sa montre de poche. 10 heures. Où sont-ils, Gable? Gable s'éclaircit la gorge, ajustant ses lunettes. Je ne suis pas sûr, votre grâce. J'ai affiché les avis. J'ai bien précisé que les retards de paiement entraîneraient une pénalité de 5%. Daniel fronça les sourcils. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. La pluie avait commencé à tomber, transformant la cour en terre en une mer de boue glissante. Puis il les vit. Ils n'étaient pas en charrette, ils marchaient. 40 hommes avançant en un seul bloc solide le long de l'allée principale. Ils portaient leurs vêtements de travail, des pantalons de toile, des manteaux de laine sentant le mouton humide, des bottes lourdes. Il n'y avait pas de bavardage, seulement le son rythmé et terrifiant des bottes lourdes marchant à l'unisson dans la boue. Daniel sentit un étrange picotement d'inquiétude dans sa nuque, mais il l'étouffa rapidement avec de l'irritation. Enfin, préparez la caisse, Gable. Les hommes ne firent pas la queue à la porte. Ils entrèrent directement dans la cour et s'arrêtèrent, formant un demi-cercle autour de l'entrée du bureau. Ils se tenaient sous la pluie, silencieux, fixant la fenêtre où se tenait Daniel. L'irritation de Daniel se transforma en colère. Il ouvrit brusquement la porte d'entrée et sortit sur le porche couvert. « Que signifie tout ceci? Pourquoi ne formez-vous pas une ligne? Entrez, payez ce que vous devez et partez. Je n'ai pas toute la journée pour vous regarder. » Elias s'avança hors de la foule. Il retira sa casquette plate, l'essorant de la pluie. Mais il ne s'inclina pas. « Nous ne sommes pas venus pour payer, votre grâce, » dit Elias. Sa voix était assez forte pour couvrir le martèlement de la pluie. Daniel se figea. « Je vous demande pardon? Nous ne sommes pas venus pour payer, » répéta Elias. « Ni aujourd'hui, ni demain. » Monsieur Gable se précipita derrière Daniel, serrant le registre contre sa poitrine. « C'est une rupture de contrat. Vous êtes les métayers du duc d'Ashbourne. Le refus de payer le loyer est un motif d'expulsion immédiate. Expulsez-nous alors, dit simplement Elias. Daniel rit, un son dur et rauque. Êtes-vous fous? Je vous jetterai tous hors de mes terres avant le coucher du soleil. Je ferai venir le magistrat avec la milice. Faites-le, cria Miller de l'arrière. On verra qui récoltera votre blé. J'engagerai de nouveaux hommes.
hurla Daniel, sa voix se brisant. J'engagerai 100 hommes de Londres. Les hommes de Londres ne connaissent pas la terre d'ici, dit Elias. Il ne criait pas. Il parlait avec la certitude calme d'un homme qui a une quinte flush royale. Ils ne savent pas que le pâturage est s'inonde si les vannes ne sont pas ouvertes manuellement pendant une tempête. Ils ne connaissent pas la maladie qui vit dans le sol près du vieux moulin. Le temps que vos hommes de Londres comprennent, les récoltes seront mortes, le bétail sera malade, et vous n'aurez plus assez d'argent pour payer votre propre retour en calèche jusqu'à la ville. Daniel fixa la foule. La pluie plaquait ses cheveux sur son front. Il réalisa avec une secousse soudaine et écœurante qu'Elias avait raison. Il avait 30 000 livres investis dans la prochaine récolte. Si elle échouait, il perdrait Ashbourne entièrement. La vente de Highfield avait simplement arrêté l'hémorragie. Elle n'avait pas guéri le patient. « Qu'est-ce que vous voulez » articula Daniel. « Des loyers plus bas ? Oubliez ça. Les prix restent les mêmes. Nous ne voulons pas de loyers plus bas, dit Elias. Il s'approcha du porche. Nous voulons mademoiselle Hensley. Daniel cligna des yeux, sincèrement décontenancé. Clara, vous faites ça pour une intendante ? Nous faisons ça pour la femme qui a maintenu cet endroit en vie, le corrigea Elias. Vous l'avez vendu comme un morceau de bois mort. Vous avez fait venir ce... Elias fit un geste dédaigneux vers Gable, ce Clark qui pense qu'une ferme est une colonne de chiffres. Il ne nous connaît pas. Il ne connaît pas la terre. Nous ne travaillerons pas pour lui, et nous ne vous paierons pas. Elle est partie, dit Daniel. Son contrat appartient à Lord Cavendish. Alors rachetez-le, dit Elias. Cavendish ne vendra pas. Il a besoin d'elle pour Highfield. Elias remit sa casquette sur sa tête. Alors vous feriez mieux d'apprendre à labourer vos propres champs, votre grâce. Elias se retourna. Sans un mot de plus, il s'éloigna. Les 39 autres hommes se retournèrent à l'unisson et le suivirent, leurs bottes lourdes éclaboussant rythmiquement la boue. Ils ne se retournèrent pas. Daniel les regarda partir, la pluie trempant son beau manteau de drap. À côté de lui, M. Gable tremblait. « Votre grâce, Queen Gable. Qu'est-ce qu'on fait ?» Daniel regarda la cour vide. Pour la première fois de sa vie, il réalisa qu'un registre ne pouvait pas planter une graine et qu'un titre ne pouvait pas forcer une récolte à pousser. Le pouvoir absolu de l'aristocratie s'arrêtait là où la boue commençait. « Amenez mon cheval, Gable, » dit Daniel, la voix creuse. « Je dois aller à Highfield. » Le trajet jusqu'à Highfield dura 2 heures. Pour Daniel Pendleton, le duc d'Ashbourne, cela ressembla à une éternité d'enfer humide et gris. Il chevauchait seul. Monsieur Gable s'était révélé totalement inutile, se retirant dans le bureau du domaine pour rédiger des lettres aux magistrats qui n'arriveraient jamais à temps pour sauver les semailles de printemps. Le pur sang de Daniel, un animal élevé pour les pistes manucurées de Hyde Park, lutta tout le long du chemin contre les ornières boueuses de la route de campagne. Au moment où la façade en calcaire du manoir de Highfield apparut, Daniel était trempé jusqu'aux os. Ses bottes coûteuses étaient couvertes d'une pâte épaisse et grise qui sentait distinctement le fumier. Highfield était différent du reste d'Ashbourne. Henry Cavendish en était propriétaire depuis moins d'1 mois, mais l'industriel de Manchester avait déjà laissé sa marque. L'ancien lierre grimpant avait été arraché de la maçonnerie. L'allée était en cours d'élargissement par une équipe d'ouvriers à l'air maussade transportant des pierres concassées. Cela ressemblait moins à un domaine de campagne qu'à une base pour une compagnie de chemin de fer. Daniel confia ses rênes à un garçon d'écurie surpris et monta les marches de l'entrée. Il n'attendit pas d'être annoncé. Il bouscula le valet de pied et entra directement dans le salon du matin. Henry Cavendish était assis près d'un feu de cheminée rugissant. Il portait une veste d'intérieur en velours d'un bordeaux trop criard et mangeait une tranche de bœuf froide dans un plat en argent. Il leva les yeux, mâchant lentement, tandis que le duc faisait goûter de l'eau de pluie sur son tapis persan. « Votre grâce, » dit Cavendish en avalant. Il ne se leva pas. « À quoi dois-je ce plaisir ? Avez-vous oublié d'emballer un candélabre favori dans la vente ?» Daniel desserra la mâchoire. Il était un duc. Il n'était pas censé se sentir comme un mendiant dans une maison qui avait appartenu à son grand-père. « Je suis venu pour réparer une erreur, Cavendish, » dit Daniel, en gardant sa voix soigneusement neutre. « Une erreur de ma part. » Cavendish haussa un sourcil épais et grisonnant. « Une erreur qui m'a vendu 2000 acres. La terre est à vous. Les meubles sont à vous. » Daniel s'approcha du feu,
désirant la chaleur mais refusant de tendre les mains vers elle. « Je suis ici pour l'intendante, mademoiselle Hensley. J'ai besoin de ses services à Ashbourne. » Cavendish posa sa fourchette sur le plat en argent. Le léger cliquetis résonna dans la grande pièce trop chaude. Un sourire lent et entendu se répandit sur le visage rubicond de l'industriel. « Ah !» dit Cavendish. Il se pencha en arrière dans son fauteuil club en cuir. « Je vois. Les métayers ont piqué une crise, n'est-ce pas ?» Daniel se raidit. « Mes métayers connaissent un moment d'indiscipline passager. C'est une affaire interne au domaine. J'ai simplement besoin de mon ancien employé pour faciliter la transition. » « Ne me mentez pas, mon garçon. » Cavendish gloussa, un son grinçant et rauque dans sa poitrine. « J'ai dirigé 3 filatures de coton à Manchester avant d'avoir 30 ans. Je reconnais une grève quand j'en sens une. Vos hommes ont arrêté de travailler, n'est-ce pas? Ils ne sèmeront pas ou ils ne paieront pas. Ou les deux. » Daniel resta silencieux. L'eau de pluie gouttait de l'ourlet de son manteau, formant une flaque sur le tapis. « Mademoiselle Hensley, » songea Cavendish en prenant son verre de brandy. « Créature fascinante. Elle est ici depuis 3 semaines. Savez-vous ce qu'elle a fait le 2e jour? » Daniel ne répondit pas. « Elle a examiné les anciens comptes, » continua Cavendish, imperturbable. « Elle a découvert que le meunier du ruisseau sud volait 10% du poids de la farine. Elle l'a confronté, l'a renvoyé, a engagé un remplaçant pour un salaire inférieur qui produit une meilleure mouture. M'a fait économiser 400 livres en un seul après-midi. Puis elle a correctement diagnostiqué une pourriture dans l'orge d'hiver et a ordonné un brûlage contrôlé du champ est avant que cela ne se propage au reste de la récolte. A sauvé toute la récolte. » Cavendish prit une gorgée de son brandy. « C'est une machine, votre grâce. Une machine très efficace et profondément rentable. Et elle sait comment parler à ses paysans d'une manière qu'ils comprennent. Pourquoi diable vous la rendrais-je? Parce que son contrat appartient à Ashbourne, » dit Daniel désespérément. « Son contrat, » corrigea Cavendish en tapotant un doigt sur son bureau, « m'appartient. Vous l'avez cédé. J'ai acheté les chaises et j'ai acheté la femme qui s'assoit dedans. C'est juridiquement contraignant. Je le rachèterai, » dit Daniel. Les mots avaient un goût de cendre. Le sourire de Cavendish disparut. Il se pencha en avant, l'acte du gentleman de la campagne joviale tombant instantanément. Le propriétaire d'usine impitoyable émergea. « Vraiment? Parce que c'est un actif qui prend beaucoup de valeur, votre grâce. Je ne vends pas d'actifs à perte. Je vous rembourserai les 5000 livres que vous avez payés pour son contrat. »« 10, » dit Cavendish sèchement. Daniel le fixa. « C'est de l'extorsion. 10 000 livres, c'est le prix d'un petit domaine. »« 10 000 livres, » répéta Cavendish, « c'est ce qu'il vous en coûtera pour sauver tout votre duché de la faillite sur ces prêts de printemps. Je connais vos dettes, Daniel. J'ai acheté vos terres parce que je savais que vous perdiez de l'argent. Si vos métayers ne paient pas leur loyer, vous perdez Ashbourne. Les banques le découperont comme une oie rôtie. » Cavendish prit un morceau de papier sur son bureau. 10 000. Je rédige le transfert maintenant. Ou vous retournez sous la pluie et essayez d'expliquer l'économie moderne à une foule de bergers en colère. Les mains de Daniel se crispèrent en poing sur ses côtés. Ses jointures devinrent blanches. Il pensa au visage d'Elias dans la cour. Les hommes de Londres ne connaissent pas la terre d'ici. Il était piégé par sa propre arrogance, par sa propre ignorance de la terre même qui lui donnait son titre. « Rédigez le transfert » murmura Daniel. Cavendish sourit, trempant sa plume dans l'encrier. « Un plaisir de faire affaire avec vous, votre grâce. Encore une fois. » Clara Hensley était dans la grange. Ce n'était pas un endroit glamour, mais c'était sec, et l'odeur de foin sucré et de vieux bois était réconfortante. Elle était assise sur une caisse en bois retournée, une ardoise en équilibre sur ses genoux, calculant les rations de céréales pour le nouveau troupeau de chevaux de trait de Cavendish. Highfield fonctionnait comme une horloge, mais cela semblait vide. Cavendish ne se souciait pas de la terre, il se souciait du rendement. Il ne demandait pas comment allaient les enfants des métayers, il demandait combien d'heures de jour ils avaient utilisées. Clara était une intendante, et elle faisait son travail parfaitement. Mais elle se sentait comme un fantôme hantant des champs inconnus. Les portes de la grange grincèrent en s'ouvrant, laissant entrer une rafale de vent froid et l'odeur de l'après-midi humide. Clara ne leva pas les yeux de son ardoise. « Thomas, je vous ai dit que l'avoine doit être mélangée à l'orge dans un rapport de 3 pour 1, pas 2. La nouvelle équipe va gonfler si vous... » « Je ne suis pas Thomas.
La craie de Clara se cassa en deux contre l'ardoise. Elle leva les yeux. Debout sur le seuil de la grange, éclairé par la lumière grise du jour, se tenait le duc d'Ashbourne. Il avait l'air terrible. Son manteau habituellement impeccable était couvert de boue. Sa cravate était une ruine détrempée, et ses cheveux étaient plaqués contre son crâne. Il ressemblait moins à un seigneur qu'à un rat noyé sorti d'un canal. Clara se leva lentement, époussetant la poussière de craie de sa lourde jupe de laine. Elle garda son visage sans expression, un masque qu'elle avait perfectionné au fil des ans à traiter avec des hommes difficiles. « Votre grâce, dit Clara, son ton aussi chaud que l'eau boueuse à l'extérieur. Êtes-vous perdu? La maison principale est en haut de l'allée. Je suis sûr que M. Cavendish vous offrira une serviette. » Daniel entra dans la grange, laissant les lourdes portes se refermer derrière lui. Le silence soudain était lourd, ponctué seulement par le doux hennissement des chevaux dans leur stalle. « Je ne suis pas ici pour Cavendish, » dit Daniel. Il se dirigea vers elle, s'arrêtant à quelques pas. Il semblait complètement déplacé parmi les fourches et les harnais en cuir. « Je suis ici pour vous. Faites vos bagages. » Une calèche attend. Clara le fixa. Pendant un instant, elle pensa qu'il faisait une terrible et cruelle blague. Mais les lignes tendues de panique autour de ses yeux racontaient une autre histoire. « Faire mes bagages » répéta Clara, posant son ardoise sur la caisse. « Je ne comprends pas, votre grâce. Je suis une employée de M. Cavendish. Vous vous en êtes assuré vous-même. » « Cavendish a renoncé à votre contrat, » dit Daniel, la mâchoire serrée. « Je l'ai racheté. Vous retournez à Ashbourne. » Le silence s'étira. Clara regarda l'homme qui avait balayé 10 ans de sa vie d'un trait de plume. Elle se souvint de l'humiliation du voyage en calèche loin de sa maison. Elle se souvint de l'indifférence froide dans sa voix quand il l'avait traitée de meuble. Une colère sombre et lourde monta dans la gorge de Clara. Ce n'était pas une rage ardente et explosive, mais quelque chose de plus froid, comme de la glace se formant sur un lac profond. « Non », dit doucement Clara. Daniel cligna des yeux. La pluie gouttait de son nez. « Je vous demande pardon ?»« Non », répéta Clara, plus fort cette fois. « Je ne ferai pas mes bagages. Je ne monterai pas dans votre calèche. Vous n'avez pas le choix, mademoiselle Hensley. Je possède votre contrat. Vous possédez un morceau de papier, lança Clara en s'avançant vers lui, réduisant la distance. La déférence avait disparu. La distance professionnelle avait disparu. Elle avait 28 ans. Elle connaissait la composition chimique du sol mieux que son propre reflet. Et elle en avait assez d'être traitée comme du bétail. Pensez-vous que vous pouvez simplement m'échanger d'un côté à l'autre du comté chaque fois que votre registre ne s'équilibre pas? Qu'est-ce s'est-il passé, votre grâce? Votre homme de Londres ne savait pas comment réparer un toit qui fuit? Les moutons ont refusé de se tondre eux-mêmes? Daniel rougit, un rouge sombre montant à son cou. Il y a des troubles à Ashbourne. Les métayers ne coopèrent pas. Ils sont en grève, déduisit instantanément Clara. Une fierté féroce et soudaine pour Elias et les hommes gonfla sa poitrine. Ils ont refusé le jour du terme. Ils ont refusé de payer jusqu'à votre retour, admit Daniel, les mots lui étant arrachés comme des dents. Ils ont paralysé le domaine. Les semailles ont cessé. Si nous ne mettons pas les graines en terre d'ici la fin de la semaine, la récolte est perdue. J'ai besoin que vous retourniez leur dire de travailler. Clara le regarda. Elle vit le désespoir. Elle vit aussi l'incompréhension fondamentale de tout ce qu'elle faisait. « Vous pensez qu'ils font grève juste pour moi ?» demanda Clara, sa voix tombant à un murmure rauque. « Ils font grève parce que vous avez amené un homme qui leur a dit de remplacer le chaume par de l'ardoise alors qu'ils peuvent à peine se payer du pain. Parce que vous les regardez et voyez des shillings ambulants. J'ai maintenu ce domaine en état de marche parce qu'il me faisait confiance pour les défendre. Si je reviens maintenant, traîner derrière votre calèche comme un chien de chasse retrouvé, à quoi cela sert-il? Cela prouve simplement que vous nous possédez tous. « J'ai payé 10 000 livres pour votre contrat aujourd'hui, Clara !» cria Daniel, perdant son sang-froid. « 10 000 livres! Je n'ai pas le temps pour votre fierté. Montez dans la calèche. » Clara ne broncha pas. 10 000 livres, vous auriez pu reconstruire le pont Nord et subventionner le charbon d'hiver pour tout le village avec cet argent. Au lieu de ça, vous l'avez donné à un propriétaire d'usine pour racheter quelque chose que vous aviez déjà gratuitement. Elle lui tourna le dos et se dirigea vers la porte de la grange. « Où allez-vous » demanda Daniel. « Dire au cocher de rentrer chez lui » dit Clara en poussant le lourd battant de bois. «
Je ne retournerai pas à Ashbourne sous l'ancien contrat. Si vous me voulez votre grâce, vous n'achetez pas une intendante. Vous engagez une partenaire, et le prix vient d'augmenter. Le bureau de Highfield était plus petit que celui d'Ashbourne, mais il était sec. Clara était assise derrière le bureau. Daniel se tenait de l'autre côté. Il était toujours mouillé, bien qu'il ait retiré son manteau en ruine. Il avait l'air épuisé. Clara sortit une feuille de parchemin épais et frais du tiroir. Elle déboucha une bouteille d'encre noire et choisit une plume bien taillée. « L'ancien contrat est nul, dit Clara, sans lever les yeux en trempant la plume. Le fait que M. Cavendish vous l'ait vendu a rompu la clause d'exclusivité que j'avais rédigée avec votre grand-père, qui stipulait que mes services ne pouvaient être sous-loués sans mon consentement écrit exprès. Un détail que vos avocats de Londres ont dû manquer, j'imagine. » Daniel se frotta les tempes. Sa tête lui faisait mal. « Que voulez-vous, mademoiselle Hensley? Plus d'argent? Doublez votre salaire? Très bien. Gardez votre argent, dit Clara. Je suis parfaitement à l'aise. Ce que je veux, c'est l'autorité. » Elle commença à écrire. Son écriture était nette, précise et entièrement lisible. Point 1, déclara Clara, sa plume grattant contre le papier. Monsieur Gable est renvoyé immédiatement. Il aura jusqu'à demain midi pour quitter les lieux à Ashbourne. Il a été recommandé par la banque. C'est un idiot qui ne sait pas distinguer une charrue d'une baratte à beurre, interrompit Clara doucement. Il part ou je reste ici. Daniel déglutit. Très bien. Fait. Point 2, continua Clara. Le mandat pour les toits en ardoise est révoqué de manière permanente. Les métayers répareront leur chaume. De plus, le domaine établira un fonds d'urgence. 5% de tous les bénéfices trimestriels seront placés dans une fiducie gérée par moi, à utiliser exclusivement pour l'aide aux métayers en cas de maladie des cultures, d'inondation ou d'hiver rigoureux. Daniel le fixa. Vous voulez que je donne 5% de mes bénéfices aux hommes qui viennent d'essayer de me ruiner? Je veux que vous investissiez 5% de vos bénéfices dans les hommes qui vous empêchent de mourir de faim, corrigea Clara en le regardant. Ses yeux étaient sombres et inflexibles. Ce ne sont pas des machines, votre grâce. Quand une machine casse, vous en achetez une nouvelle. Quand un fermier casse, la terre meurt avec lui. Vous protégerez votre investissement ou je ne le gérerai pas. Daniel regarda la femme derrière le bureau. Il avait passé toute sa vie dans des salons et des clubs de gentlemen, entouré de gens qui parlaient en cercle, cachant leurs véritables intentions derrière des éventails et des rires polis. Clara Hensley était une dose de réalité brutale et violente. Elle ne flattait pas. Elle ne cédait pas. Elle négociait avec un couteau sous sa gorge, et elle n'avait même pas l'air en colère en le faisant. « Et si j'accepte cela ?» demanda Daniel, la voix basse. « Vous reviendrez? Vous les ferez semer les champs. »« Je reviendrai, » dit Clara. « Mais il y a un point 3. » Elle poussa le parchemin sur le bureau vers lui. Daniel se pencha en avant, posant ses mains sur le bois, et lut l'encre noire et grasse. Point 3. L'intendante d'Ashbourne détiendra une autorité absolue et incontestée sur toutes les décisions agricoles et relatives aux métayers. Le duc d'Ashbourne conservera un droit d'audit, mais renoncera au droit d'annuler les décrets opérationnels concernant la gestion des terres. Le souffle de Daniel se coupa. « Vous me demandez de vous céder mes propres terres. Je vous demande de me laisser faire mon travail sans la menace d'être vendu comme un buffet en acajou, » dit Clara. « Vous ne connaissez rien à l'agriculture, votre grâce. Vous ne connaissez rien à Ashbourne. Vous êtes un handicap pour votre propre héritage. Vous signez ceci. Vous me donnez les rênes, et vous retournez vous soucier des rénovations de l'aile est et de la couleur de votre papier peint. Je m'assurerai que le domaine rapporte assez d'argent pour le payer. » Daniel regarda le contrat. C'était une capitulation complète. C'était une insulte à son sang, à son titre et à sa fierté. Mais alors qu'il se tenait là, frissonnant dans ses vêtements humides, sentant la laine mouillée et la boue, il se souvint du silence terrifiant des 40 hommes dans la cour. Il se souvint du sentiment d'impuissance totale alors qu'il s'éloignait. Il regarda Clara. Elle était calme. Elle ne cherchait pas la vengeance. Elle cherchait la stabilité. Elle était la seule chose qui se tenait entre lui et la ruine absolue. Daniel prit la plume. Il n'hésita pas. Il ne le lut pas 2 fois. Il signa de son nom au bas de la page, l'encre sombre et lourde. « Voilà, » dit Daniel, en jetant la plume sur le bureau. « Vous avez votre royaume, mademoiselle Hensley. J'espère que vous êtes satisfaite. »
Clara prit le parchemin. Elle souffla doucement sur l'encre humide pour la sécher, puis le plia soigneusement et le mit dans sa poche. « Je suis une intendante, votre grâce, » dit Clara en se levant. « Je m'occupe de survie, pas de satisfaction. Je vais faire ma malle. Dites à votre cocher que nous partons dans 10 minutes. » Daniel la regarda sortir du bureau. Il venait de dépenser 10 000 livres et de renoncer à son autorité, tout ça pour ramener une femme qu'il avait jetée 3 semaines plus tôt. Alors qu'il se tenait seul dans la pièce silencieuse, une pensée étrange et involontaire lui traversa l'esprit. Il n'avait jamais respecté personne dans sa vie autant qu'il la respectait à cet instant précis. Le trajet de retour à Ashbourne fut une étude de silence absolu. Le bruit rythmé des sabots des chevaux s'enfonçant dans la route détrempée était le seul son. Clara ne regarda pas le duc. Elle passa les 2 heures à lire un petit carnet relié en cuir qu'elle avait sorti de sa malle, ses yeux suivant des colonnes de chiffres. Daniel, assis en face d'elle, regardait la pluie glisser sur la vitre. Il se sentait complètement vidé, plus pauvre de 10 000 livres, dépouillé de son autorité sur ses propres terres. Il aurait dû être furieux, il aurait dû comploter pour la renvoyer dès que la récolte serait dans les silos. Au lieu de cela, il se surprit à regarder le mouvement régulier et inconscient de son pouce taché d'encre contre le papier. Elle ne jubilait pas, elle travaillait déjà. Quand la calèche atteignit enfin la dernière colline, la vallée d'Ashbourne s'ouvrit en contrebas. La pluie avait cessé, laissant une lourde brume grise suspendue au-dessus des champs. Le domaine avait l'air sinistre. Le sol était retourné mais non semé. De vastes étendues de boue brun foncé attendaient des graines qui avaient déjà 3 jours de retard. Alors que la calèche entrait dans la cour pavée du bureau principal du domaine, Daniel les vit. Les métayers ne s'étaient pas dispersés. Ils avaient installé un camp de fortune autour du périmètre de la cour. De petits feux fumaient dans des braseros en fer. Des hommes étaient assis sur des seaux retournés, taillant du bois ou fumant des pipes en terre. Quand la calèche s'arrêta dans un bruit de ferraille, la cour devint complètement silencieuse. Tous les yeux se tournèrent vers la porte. Le valet de pied de Daniel sauta pour ouvrir la portière, mais Clara le devança. Elle poussa la porte elle-même et descendit dans la boue. Elle n'attendit pas Daniel. Elle n'annonça pas son retour. Elle marcha simplement vers le centre de la cour. Elias se leva d'un banc près de la porte du bureau. Il retira sa pipe de sa bouche. Clara s'arrêta à 1 mètre de lui. Elle regarda Elias, puis balaya du regard les visages des hommes qui se rassemblaient autour d'eux. Elle ne sourit pas. Elle ne les remercia pas. La température du sol baisse. Elias, dit Clara, sa voix portant clairement dans l'air humide. Nous avons perdu 3 jours de semailles. Si les graines ne sont pas dans le champ sud d'ici demain soir, la pourriture les atteindra avant qu'elles ne germent. Nous avons besoin de 4 charrues sur la crête, et nous devons nettoyer les tranchées de drainage de la ferme des Thomas. Elias la regarda, puis lentement, ses yeux se portèrent par-dessus son épaule vers l'endroit où Daniel sortait de la calèche. Le duc se tenait près des roues. Il sentit 40 paires d'yeux le frapper comme des coups physiques. Ils attendaient. Ils attendaient de voir s'il la contredirait. Ils attendaient de voir qui détenait réellement le pouvoir. Daniel regarda Clara. Elle ne se retourna pas pour voir ce qu'il faisait. Elle garda les yeux sur Elias, parfaitement convaincue que le papier dans sa poche avait du poids. Daniel prit une inspiration. Il s'avança. La boue aspira ses bottes coûteuses, ruinant le cuir instantanément. Il s'en fichait. Il s'approcha pour se tenir à côté de Clara. Il regarda directement Elias. « Mademoiselle Hensley a le contrôle opérationnel total d'Ashbourne, » dit Daniel. Sa voix était rauque, écorchant sa gorge. « Monsieur Gable fait ses bagages en ce moment même. Le mandat pour l'ardoise est annulé. Mademoiselle Hensley dictera les conditions des semailles. Vous l'écouterez. Et je, Daniel déglutit, forçant les mots à sortir, je n'interférerai pas. » Un silence lourd et épais s'installa sur la cour. Elias fixa le duc pendant un long moment de calcul. Puis le vieil homme hocha lentement la tête une seule fois. Ce n'était pas une révérence, c'était une reconnaissance de sa reddition. Elias se tourna vers les hommes. « Vous l'avez entendu. Attelez les chevaux. John, prends une équipe pour les tranchées de drainage. Miller, mets les charrettes de semences en route vers le champ sud. Nous avons 3 jours de travail à faire avant le coucher du soleil. » La cour explosa de mouvement. La grève paralysante se brisa comme une fièvre. Les hommes coururent vers les écuries.
Les feux furent éteints, et le bruit sourd des bottes de travail martela les pavés. Clara se tourna enfin vers Daniel. L'hostilité avait disparu de son visage, remplacé par un professionnalisme froid et évaluateur. « Rentrez, votre grâce, » lui dit-elle. « Vous êtes mouillé et vous êtes dans le chemin. J'aurai les registres trimestriels sur votre bureau demain matin. » Elle n'attendit pas sa réponse. Elle se retourna et se dirigea directement vers les écuries, interceptant un garçon menant 2 lourds chevaux de trait. Daniel resta seul dans la boue. Il était le duc d'Ashbourne. Il possédait la terre sous ses pieds. Et pour la première fois de sa vie, il réalisa à quel point ce titre était totalement inutile quand on ne savait pas quoi faire de la terre. Il entra dans le bureau. L'été arriva à Ashbourne avec une chaleur brutale et implacable. La transition du pouvoir tint bon. Clara dirigeait le domaine avec une efficacité terrifiante. Elle établit la fiducie d'urgence, prélevant exactement 5% des revenus trimestriels avant même qu'ils n'atteignent les comptes privés de Daniel. Elle renégocia les contrats de bois, renvoya 2 baillis paresseux et parcourait le périmètre des champs chaque matin avant que le soleil ne franchisse la crête est. Daniel ne retourna pas à Londres. Ses créanciers envoyaient des lettres. Ses tailleurs envoyaient des échantillons de tissus. Ses amis de la haute société envoyaient des invitations à des régates et des bals. Daniel les jeta tous dans la cheminée. Au lieu de cela, il observait Clara. Au début, c'était par suspicion. Il voulait la surprendre à faire une erreur de calcul qui lui permettrait d'affirmer sa domination. Mais les erreurs ne vinrent jamais. Puis la suspicion se transforma en curiosité. Il commença à s'asseoir dans un coin du bureau du domaine pendant qu'elle tenait des réunions avec les métayers. Il les écoutait discuter de la rotation des cultures, du prix du calcaire, des périodes de gestation des moutons. C'était une langue étrangère, dense et profondément mathématique. Lentement, Daniel commença à poser des questions. Il ne les posait pas à Clara. Elle était trop occupée. Il les posait à Elias. Il trouva le vieil homme en train de réparer un mur de pierre un après-midi et resta là, dans ses vêtements d'équitation, à demander pourquoi les pierres étaient empilées avec une légère inclinaison vers l'intérieur. Elias l'avait fixé, avait craché sur l'herbe et avait tendu au duc une lourde pierre brute. « Mettez-la là et sentez par vous-même », avait grogné Elias. Daniel avait ruiné ses gants d'équitation ce jour-là, mais il avait appris des choses sur la gravité, la friction et la façon dont la terre bougeait quand elle gelait. En août, Daniel avait cessé de porter ses manteaux de drap. Il portait de la toile et de la laine épaisse. Ses mains, autrefois douces et parfaitement manucurées, développèrent des callosités dures et jaunes à la base de ses doigts. Il ne donnait toujours pas d'ordre, il honorait strictement le contrat, mais il cessa d'être un fantôme hantant sa propre propriété. Il devint une paire de mains. Le véritable test arriva fin août, une semaine avant la récolte de l'orge. Le ciel prit une couleur violette, meurtrie et maladive. La pression atmosphérique chuta si vite que les oreilles de Daniel se bouchèrent dans le salon. Puis, le ciel se déchira. Ce n'était pas de la pluie. C'était un déluge. Un mur d'eau solide s'abattit sur Ashbourne, transformant instantanément les routes en rivières. Daniel trouva Clara dans le hall principal. Elle jetait une lourde cape de toile cirée sur ses épaules. Son visage était pâle. « La rivière », dit-elle avant qu'il ne puisse demander. « Elle monte plus tôt que prévu. Les vannes du vieux moulin doivent être ouvertes, sinon l'eau va refouler et inonder tout le champ d'orge inférieur. Nous perdrons 30% de la récolte en 1 heure. J'enverrai le valet de pied, dit Daniel. Ils ne savent pas comment faire fonctionner le treuil. Les engrenages sont rouillés. C'est la demande de la force. Clara serra sa cape. Je dois y aller. Je viens avec vous. Clara le regarda, surprise. C'est dangereux, votre grâce. Les berges vont glisser. J'ai dit que je venais. Ils partirent sur de lourds chevaux de trait. La pluie était aveuglante, piquant le visage de Daniel comme du gravier. Quand ils atteignirent le vieux moulin, la rivière était un monstre terrifiant et rugissant d'eau brune et de branches arrachées. L'eau était à quelques centimètres de déborder des berges de terre qui protégeaient l'orge dorée, se balançant violemment dans le vent. Elias et 3 autres hommes étaient déjà là, luttant contre l'énorme roue en fer qui contrôlait les vannes en bois. Les engrenages criaient, grinçant contre des années de rouille et l'immense pression de la rivière en crue. « Ça ne tourne pas !» rugit Elias par-dessus le bruit de l'eau.
La goupille est coincée. Clara glisse de son cheval dans de la boue jusqu'aux genoux. Le levier de déblocage à la base, quelqu'un doit le dégager d'un coup de pied pendant qu'on tire la roue. C'était un travail pour 2 hommes, et l'équipe d'Elias perdait déjà pied dans la boue en essayant d'empêcher la roue de reculer brusquement. Daniel ne réfléchit pas. Il ne pesa pas l'indignité de la chose. Il glissa de son cheval, ses bottes plongeant dans l'eau glacée et tumultueuse au bord de la berge. Il pataugea vers le mécanisme massif en fer. « Tenez la roue !» cria Daniel à Elias. Daniel tomba à genoux dans la boue. La rivière lui submergea les cuisses, glaciale et violente. Il trouva le lourd levier de déblocage en fer à la base des engrenages. Il était solidement rouillé. « Tirez !» cria Daniel. Elias et les hommes jetèrent tout leur poids contre la roue. Daniel frappa le levier en fer avec le talon de sa botte. 1 fois, 2 fois, le métal grinça. Il le frappa une 3e fois, y mettant tout son poids. Avec un craquement assourdissant, la rouille céda. Le levier s'abaissa brusquement. Les grandes portes en bois dans la rivière gémirent, frémirent, puis cédèrent. Des millions de litres d'eau brune déferlèrent par l'ouverture, se détournant des champs pour se déverser dans les plaines inondables. Daniel s'effondra en arrière dans la boue, à bout de souffle. La pluie s'abattait sur lui. Sa jambe le lançait là où il l'avait heurté contre le fer. Il leva les yeux. Clara se tenait au-dessus de lui. Elle tendit la main, lui offrant sa main nue. Daniel la prit. Sa poigne était étonnamment forte. Elle le remit sur pied. Ils restèrent là, sous la pluie battante, couverts de boue, la poitrine haletante. Clara regarda ses vêtements en ruine, son visage contusionné et la boue collée dans ses cheveux. « Vous allez attraper une pneumonie, votre grâce, dit-elle. « Daniel, haleta-t-il. Mon nom est Daniel. Si je dois mourir de froid dans ma propre boue, vous pouvez au moins m'appeler par mon nom. » Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontré, Clara Hensley sourit. Ce n'était pas une expression polie et professionnelle. C'était réel, atteignant jusqu'à ses yeux sombres. « Allons vous mettre près d'un feu, Daniel, » dit-elle. Ce soir-là, ils étaient assis dans le bureau du domaine. Le feu rugissait dans l'âtre. Daniel était enveloppé dans une couverture sèche, un verre de brandy à la main. Clara était assise en face de lui, son registre ouvert sur ses genoux, vérifiant les estimations finales de la récolte. « L'orge est en sécurité, » dit doucement Clara. « L'eau s'est retirée. Nous commencerons la coupe mardi. »« Bien, » murmura Daniel en fixant les flammes. Le silence s'étira. Ce n'était plus le silence lourd et hostile du printemps. C'était confortable. C'était le silence de 2 personnes qui avaient tiré un poids ensemble. « Pourquoi m'avez-vous vendu, Daniel ?» demanda Clara. Elle ne leva pas les yeux du registre. Sa voix était plate, dénuée d'accusation. Elle voulait juste la vérité. Daniel ferma les yeux. Il ne recula pas devant la question. « Parce que j'étais terrifié. Parce que mon père m'a laissé des dettes que je ne pouvais pas comprendre, et un titre qui ressemblait à une meule de moulin. Je suis venu ici, et je vous ai vu diriger cette machine massive et complexe sans effort. Vous connaissiez le nom de tout le monde. Vous connaissiez la terre. Vous étiez la véritable dirigeante d'Ashbourne. Je me suis senti petit. Alors, j'ai essayé de prouver que j'étais grand. Je vous ai traité comme une propriété parce que c'était le seul pouvoir que je savais manier. » Il ouvrit les yeux et la regarda. C'était l'acte d'un lâche et d'un imbécile. Et j'ai passé chaque jour depuis à essayer de désapprendre l'homme qui a signé ce papier. Clara leva enfin les yeux. Elle soutint son regard pendant un long moment. La lumière du feu attrapait les angles vifs de son visage. « Vous avez dégagé la goupille aujourd'hui, » dit doucement Clara. « Oui, un lâche ne se serait pas aventuré dans cette eau. » Elle ferma son registre. « Le vieux duc, votre grand-père, était un homme bon, mais il n'a jamais touché le fer de cette roue. Vous apprenez la terre, Daniel. Continuez d'apprendre. » La récolte de l'orge n'était pas une saison. C'était une guerre de 3 semaines contre le gel imminent, menée avec des faux, de lourds chevaux de trait et un manque de sommeil angoissant. Pendant 21 jours, la vallée d'Ashbourne sentit le grain coupé, la fumée de bois et l'odeur âcre de la sueur. Des chariots, lourds du rendement doré, creusèrent des ornières profondes et permanentes dans les chemins de terre, alors qu'ils roulaient sans fin des champs aux silos en pierre. Le temps se maintint, un automne vif, sec et brutalement froid, qui exigeait un mouvement constant et épuisant, juste pour garder le sang chaud.
Daniel ne retourna pas au manoir pendant la journée. Il ne maniait pas la faux. Il avait essayé le deuxième matin, avait failli se couper le tibia et avait pragmatiquement accepté ses limites. Au lieu de cela, il devint une bête de somme. Il conduisait les chariots, luttant avec les énormes rennes en cuir des Shires. Il transportait des seaux en toile d'eau du ruisseau aux hommes sur la ligne de coupe. Il comptait les sacs de grains de 50 livres alors qu'ils étaient hissés dans les silos, son épaule hurlant d'une douleur sourde et chaude au coucher du soleil. Ses vêtements étaient en ruine. Sa peau était brûlée par le vent. Les ampoules sur ses paumes avaient éclaté, saigné, et s'étaient finalement calcifiées en callosités épaisses et jaunes. Les métayers cessèrent de l'appeler « Votre grâce » à la fin de la première semaine. Quand un essieu de chariot s'enfonça dans une tranchée de boue, Miller ne s'inclina pas. Il se tourna simplement et cria « Daniel, mets ton épaule sous le support. » Daniel avait répondu. Il avait mis son épaule dans la boue, avait poussé jusqu'à sentir le cuivre dans sa bouche et avait aidé à soulever la poutre. Il ne s'était jamais senti aussi utile de toute sa vie. Clara observait cette transformation de la périphérie. Elle était assise sur le siège du chariot de tête, son ardoise posée sur ses genoux, calculant les rendements et dirigeant la rotation des équipes de coupe. Elle s'était attendue à ce que Daniel se retire dans son salon après 2 jours. Quand il ne le fit pas, quand elle le trouva endormi sur un tas de foin dans la grange inférieure une nuit, parce qu'il était trop épuisé pour monter la colline jusqu'au manoir, elle réalisa que l'aristocrate arrogant et cassant qui l'avait vendu à Henry Cavendish était mort. L'homme qui transportait de l'eau à sa place était quelqu'un de entièrement nouveau. Fin octobre, la guerre prit fin. Les silos furent scellés. Le gel s'abattit enfin sur la vallée, peignant la terre d'une couche de glace blanche et brillante. À l'intérieur du bureau du domaine, un feu de chêne crépitait dans l'âtre. La pièce sentait la cire fondue, la laine humide et l'odeur âcre et acide de la colle à relier. Clara était assise au bureau, le grand registre principal ouvert devant elle. Le seul son pendant 1 heure avait été le grattement rythmé et précis de sa plume. Daniel se tenait près de la fenêtre. Il tenait un verre de whisky, regardant les champs gelés prendre une teinte violette profonde et meurtrie sous le soleil couchant. Il portait un lourd pull de laine qui avait appartenu à l'ancien chef palefrenier. Il ressemblait à un docker, sauf pour l'immobilité de sa posture. « Les comptes finaux sont confirmés », dit Clara. Le grattement de la plume cessa. Le silence soudain dans la pièce sembla plus lourd que le bruit. Daniel se détourna de la vitre. Il s'approcha du bureau, se tenant en face d'elle. Clara baissa les yeux sur les colonnes d'encre noire et nette. Elle ne sourit pas, mais une satisfaction profonde et tranquille s'installa dans les lignes de son visage. Le rendement a été de 20% supérieur à nos projections de printemps, grâce aux eaux de crue détournées. Même après déduction des 5% pour la fiducie d'urgence des métayers nouvellement établis, le bénéfice net s'élève à 22 400 livres. Daniel la fixa. Il posa son verre de whisky sur le bois d'acajou. « Nous avons entièrement réglé les créanciers de Londres », continua Clara, sa voix basse et régulière. Les salaires d'hiver pour les travailleurs itinérants sont déjà mis en boîte et distribués. Vous avez un surplus suffisant pour financer facilement les semailles de printemps et un dividende personnel substantiel. Elle referma la lourde couverture en cuir du registre avec un bruit sourd, solide et satisfaisant. Vous pouvez commencer les rénovations de l'aile Est demain si vous le souhaitez. Daniel regarda le livre fermé. C'était son salut, relié en cuir vert. 6 mois plus tôt, ce chiffre l'aurait fait se précipiter à Londres, impatient de jeter l'argent dans des factures de tailleurs et des tables de baccarat. « Je me fiche de l'aile Est », dit Daniel. Clara haussa un sourcil. « Il y a un trou dans le toit, Daniel. »« Alors je boucherai le trou, » répondit-il doucement. « Je ne veux pas de papier peint en soie. Je ne veux pas d'un architecte de Londres. Je me fiche de la ville maintenant. » Il fit un geste vers la fenêtre, vers la terre gelée et endormie. J'ai passé toute ma jeunesse à essayer de fuir cet endroit. Je pensais que la campagne était une tombe. Je pensais que la terre était indigne de moi. J'avais tort. Le monde se passe là-dehors, dans le sol, dans la friction. Il la regarda. Clara était assise parfaitement immobile, ses mains reposant sur le registre fermé. Le contrat qu'il avait signé dans le bureau de Cavendish, le document qui le dépouillait de son pouvoir, était enfermé dans le tiroir supérieur du bureau même où elle était assise. « Les dettes sont payées », dit Daniel,
sa voix tombant à un murmure rauque. Le domaine est solvable. Vous avez fait exactement ce que vous aviez promis, Clara. Je ne suis plus un handicap en faillite. Vous ne l'êtes pas, acquiesça prudemment Clara. Vous vous êtes révélé un propriétaire terrien très capable. Je ne veux pas être juste un propriétaire terrien. Daniel contourna le bureau. Il s'arrêta à 30 centimètres de sa chaise. Il ne tendit pas la main vers elle. Il savait qu'il ne fallait pas traiter Clara Hensley comme quelque chose à prendre, à supposer ou à commander. « Quand je suis venu à Highfield pour vous racheter, dit Daniel en la regardant dans les yeux, je vous ai dit que je payais 10 000 livres pour votre contrat. Vous m'avez dit que je n'achetais pas une intendante. Vous m'avez dit que j'engageais une partenaire. » Le souffle de Clara se coupa, une rupture minuscule, presque imperceptible dans son sang-froid de fer. « Je me souviens. J'ai signé un morceau de papier, vous donnant une autorité absolue sur cette terre, continua Daniel. Je l'ai fait parce que j'étais désespéré, et parce que j'avais peur de la ruine. Mais je suis ici aujourd'hui, complètement solvable. J'ai les fonds et la position pour contester ce contrat devant n'importe quel tribunal de Londres. Il prit une lente inspiration. Et je vous dis que je n'y toucherai jamais. Il plongea la main dans la poche de son lourd pantalon de laine et en sortit un petit objet sombre. Ce n'était pas une boîte en velours. C'était un morceau de métal. Il le lui tendit sur la paume de sa main calleuse et marquée de cicatrices. Clara baissa les yeux. C'était une bague, mais elle était forgée en fer noir. Elle était épaisse, non polie et totalement dépourvue de pierres précieuses. Elle ressemblait remarquablement à une petite et lourde rondelle provenant des engrenages rouillés d'une roue de moulin. « Je suis retourné à la rivière, dit doucement Daniel, après que les eaux de crue se soient retirées. J'ai déterré ça de la boue près des vannes, la goupille qui avait bloqué la roue. J'ai demandé au forgeron du village de la couper et de la marteler. » Clara fixa le fer. Pour la première fois en 10 ans, sa gorge se serra d'une émotion qu'elle ne put immédiatement catégoriser, classer ou calculer. « Elle n'a absolument aucune valeur monétaire, dit Daniel. Elle ne peut pas être évaluée par une banque. Elle ne peut pas être vendue à un propriétaire d'usine à Manchester pour régler une dette de jeu. C'est juste du fer, de la boue et de la force. » Daniel s'approcha d'un demi-pas. « Vous êtes l'intendante d'Ashbourne. Vous détenez l'autorité. Je vous le demande, Clara, non pas comme un duc commandant une employée, non pas comme un aristocrate tenant un morceau de parchemin. Je vous le demande comme un homme qui a enfin appris à se tenir dans la boue. Partagez ce domaine avec moi. Partagez cette vie avec moi. Soyez ma partenaire en toutes choses. » Clara regarda la bague en fer, puis le visage de Daniel. Le garçon arrogant aux angles vifs, qui l'avait regardé comme un meuble, avait disparu. En sa place se trouvait un homme forgé par la pluie, le dur labeur et la réalisation brutale et nécessaire de ses propres défauts. Il ne lui offrait pas un titre pour l'élever. Il lui offrait la terre, parce qu'il comprenait enfin que la terre était la seule chose de valeur réelle. Clara tendit la main. Elle ne prit pas la bague de sa paume. Au lieu de cela, elle posa sa main sur la sienne, ses doigts se refermant fermement sur ses jointures, marquées de cicatrices. « Point 4, Daniel, » murmura Clara, un sourire féroce, brillant et totalement sincère se dessinant sur son visage. « Le duc ne prendra pas de décision de vie monumentale pendant les heures de travail. » Daniel laissa échapper un souffle tremblant qui était à moitié rire, à moitié soulagement. Il jeta un coup d'œil à l'horloge grand-père qui tic-taquait dans le coin du bureau. « Est-il plus de 5 heures ?»« Il l'est, » dit Clara. Elle prit la lourde bague en fer de sa paume. Elle la glissa à sa main gauche. Elle était froide, lourde et s'ajustait parfaitement contre les taches d'encre sur ses doigts. « Alors le registre, » dit Clara, en le tirant vers elle par le col de son pull de laine rugueux, est équilibré. Dehors, le dernier rayon de soleil plongea sous les collines d'Ashbourne, projetant de longues ombres profondes sur les champs récoltés. Le domaine était calme, la terre se reposant sous le gel. Les chaises anciennes restaient dans le salon, en sécurité et invendues. Mais la femme qui dirigeait le domaine n'appartiendrait jamais à personne d'autre qu'à elle-même. Et l'homme qui avait enfin appris ce qu'elle valait, la véritable autorité n'est pas héritée par le sang ou achetée avec un titre. Elle se gagne dans la boue, par la sueur, la compétence et un respect sincère pour les gens qui font le gros du travail. Daniel pensait posséder Ashbourne parce que son nom était sur un acte de propriété,
Mais il a appris à ses dépens que le pouvoir réside chez ceux qui font réellement tourner la machine. Clara n'a pas seulement sauvé le domaine. Elle a forcé un duc à devenir un homme digne de la terre sur laquelle il se tenait. Si vous avez aimé cette histoire de courage, de vengeance et de romance durement gagnée, s'il vous plaît, aimez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui aime les personnages féminins forts et abonnez-vous pour plus de drames historiques réalistes. Votre soutien nous aide à raconter plus d'histoires.